Bonsoir. Donc, bienvenue à ce troisième forum Materials and Light, donc dédié à la matière et à la lumière. Nous allons entamer le deuxième cycle de conférences qui, cette année, est exceptionnellement axé sur les questions du BIM et qui se tiendra en deux parties. La première partie sera animée donc par SMA BTP, Anne-Lise Gillet et François Dupin. Ils vont nous expliquer en tant qu'assureurs quel est leur rôle et leur approche de la question du BIM et comment ils garantissent leur service auprès des architectes. Donc je vais immédiatement, entre autres, je vais immédiatement laisser la parole aux experts et on pourra s'accorder un temps de questions-réponses également par la suite. Je vais vous distribuer les micros, effectivement. Vous pouvez donc... Voilà, il est derrière. Il est derrière. Ouais, voilà, il faut l'activer. Voilà. Voilà, donc maintenant, je pense que c'est bon. Vous avez une télécommande. La petite zapette ici, donc droite-gauche, et puis pour pouvoir pointer si vous avez besoin. Voilà, donc je vous laisse la parole, et on pourra s'accorder un temps de questions-réponses de 5-10 minutes si vous le souhaitez. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation sur le BIM et l'assurance. Le BIM, nous entendons parler depuis quelques années maintenant, surtout depuis 2014 où on a eu une relance avec le plan de logement et le plan de transition numérique du bâtiment qui mène beaucoup d'actions pour favoriser le BIM. Mais on n'entend pas beaucoup parler de l'aspect assurantiel par rapport au BIM. Ce qui est un petit peu logique puisque c'est quand même un concept nouveau qu'il faut déjà intégrer en termes d'outils et de méthodes de travail. Donc forcément, les questions juridiques et assurantielles arrivent un petit peu après, mais pour autant, elles sont extrêmement importantes et nous avons le plaisir effectivement de réfléchir dessus et de vous présenter quelques pistes de réflexion. Et bien évidemment, nous sommes sur des sujets de prospective. Nous allons le voir et vous expliquer pourquoi. Donc nous n'allons pas dire forcément, nous n'avons pas la science infuse et allons vous dire la vérité vraie au jour d'aujourd'hui. Nous avons des positions, nous avons des réflexions et bien évidemment nous sommes ouverts à tout échange sur le sujet avec vous. Alors, l'idée de la présentation au jour d'aujourd'hui, quelle est-elle? Tout simplement, c'est premièrement d'essayer de comprendre ce qu'est le BIM, et la sémantique va être importante, maquette numérique, BIM, ce que c'est, et quel est l'impact sur l'activité, vos activités à vous en tant qu'architecte, mais pas que, puisque le BIM, c'est aussi bien l'affaire de l'architecte que du maître d'œuvre, que de l'entreprise, que à terme même aussi du fabricant. Donc, voir comment l'outil s'impacte sur l'assurance. Et dans un deuxième temps, nous allons voir également cette fameuse notion de BIM manager qui a émergé, ce que c'est, comment nous, on l'entend, comment on l'interprète, comment on le voit également dans nos appels d'offres, puisque François va vous expliquer un petit peu ce qu'on voit dessus. Et puis, évidemment, regarder aussi l'impact assurantiel. Alors, en préalable, je voudrais juste rappeler en deux mots le contexte dans lequel nous nous situons pour bien comprendre voilà, comment on va aborder le BIM et que ce qui a été fait l'est toujours actuellement. Vous savez que depuis 2008, la construction était absolument en berne. Il y avait une baisse de la production constante depuis 2008, ce qui a fait qu'en 2014, à l'époque, le ministre de Logement, Sylvia Pinel, a décidé d'effectuer un plan de relance de la construction des logements. Pour faire ce plan de relance, elle a souhaité que des pistes d'innovation puissent être étudiées pour construire plus, mieux, moins cher. Et évidemment, parmi ces pistes d'innovation, la question des technologies de télécommunication a été mise en avant, notamment dans la maquette numérique. C'est pourquoi il a été demandé à Christian Delcambre à l'époque de dresser une feuille de route opérationnelle pour voir comment travailler sur la maquette numérique appliquée au bâtiment et voir quelles pistes de solutions pourraient être dégagées dans l'avenir pour pouvoir travailler sur cette voie.
C'est ce qu'il a fait, puisque en décembre 2014, M. Delcambre a remis un rapport en proposant des axes de développement. Mais je voudrais juste m'arrêter sur 4 constats, parce que ces axes de développement, il les a fait par rapport à des constats qu'il a pu faire. Donc il en a fait un certain nombre, je vous renvoie à son rapport pour ce faire, mais il y a 4 constats très importants qui ont été faits et qui sont toujours très actuels et qui nous concernent. Le premier constat, c'est que nous sommes dans un contexte international extrêmement stimulant. Il faut savoir qu'en Finlande, Senaate Properties, qui est l'organe de gestion qui gère le patrimoine immobilier de l'État, est passé en mode BIM depuis, je crois, octobre 2007. D'accord ? En Norvège, pareil, l'organisme qui gère le patrimoine immobilier étatique est passé en mode BIM depuis 2010. Nous avons l'Angleterre, qui, depuis janvier 2016, est passé en BIM obligatoire pour ses marchés publics au-delà d'un certain seuil de marché, et l'Allemagne qui prévoit de passer en mode BIM obligatoire pour 2020. Plus loin de chez nous, nous avons quand même les États-Unis qui travaillent en BIM depuis 2003, et je ne parle pas de la Corée du Sud et notamment de Singapour, qui sont totalement précurseurs sur le domaine. Il faut savoir que Singapour avait annoncé que pour 2016, il passerait en 100% de chantier BIM. Et là, récemment, ce que je regardais au niveau de la presse, ils ont rendu en 2016 le BIM obligatoire pour les constructions privées au-delà d'une superficie de 5000 m². Bon, donc il y a quand même un contexte international et européen extrêmement stimulant, et c'est normal que la France rentre dans ce contexte et voit comment pouvoir le développer. Le deuxième constat extrêmement important qui a été fait, c'est que tous ceux qui ont pratiqué le BIM sont convaincus. Alors évidemment, les pratiquants convaincus sont plus ciblés sur des grands groupes, sur des cabinets d'architecture ou des BET un peu plus importants, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un vrai retour d'expérience, en tout cas de satisfaction des personnes qui ont travaillé en mode BIM, en considérant qu'il y a une réelle optimisation dans la gestion des dossiers et dans l'anticipation des conflits à gérer tout au long de la vie de l'ouvrage. Donc vraiment une expérience plutôt réussie. Troisième constat très important, c'est que les maîtres d'ouvrage sont sensibilisés au BIM, mais voilà, hésitaient un peu à y aller, on ne savait pas trop comment y aller. Il y avait des signes en 2014 sur certains maîtres d'ouvrage qui comptaient passer leur projet en BIM. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le PTNB a fait une enquête, et là, en décembre 2016, il s'avère que 28% des maîtres d'ouvrage demanderaient à ce que leur chantier soit réalisé en BIM. Donc ceux qui sont plutôt pessimistes trouvent que c'est pas assez, ceux qui sont plutôt optimistes trouvent que c'est déjà pas mal. Bon, après il faut voir, 28% c'est quand même, c'est pas neutre. Maintenant il faut voir après comment, quel est le contenu de leur demande en mode BIM et qu'est-ce qu'on entend par BIM exactement. Enfin, le dernier constat, et qui n'est pas des moindres, c'est que il y avait un vrai frein au niveau des plus petites structures, tout simplement parce que le BIM nécessite un coût d'investissement important. À peu près, une estimation du CINOV avait évalué entre 8 000 à 15 000 euros par changement de poste en termes d'investissement pour une entreprise. Et puis, il y a également un investissement en termes de compétences pour les formations, en termes de compétences. Et puis, il semblerait également qu'un manque de standardisation est relevé et déploré de l'ensemble des entreprises. Tous ces constats-là sont encore effectifs au jour d'aujourd'hui, bien que le plan de transition numérique du bâtiment fait beaucoup de progrès et travaille avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir justement améliorer ces problématiques. D'où forcément les constats et les propositions de solutions qui avaient été évoquées dans le rapport, c'est-à-dire convaincre et donner à tout le monde d'y aller, et puis installer une confiance dans l'écosystème numérique français. Alors, lorsqu'on parle de BIM, et là moi j'y tiens particulièrement, nous parlons de quoi ? Moi quand je parle de chat, je parle pas de félin. Voilà. Et moi, quand je parle de BIM, je ne parle pas forcément de maquette numérique. Et comment dire, j'ai à cœur de faire cette distinction-là, parce qu'aujourd'hui, dans le langage actuel, la vulgarisation du langage fait que quand on parle de BIM, en fait, on parle de maquette numérique. Mais le BIM, ce n'est pas la maquette numérique. La maquette numérique, c'est une représentation virtuelle en 3D d'un ouvrage. Le BIM, c'est la méthode de travail collaborative autour de la maquette numérique. Et ce n'est pas du tout la même chose. Bien qu'elle intègre nécessairement une maquette numérique, il y a quand même un process de travail qui fait que la donne va changer. Et on le voit bien sur les différents niveaux de BIM, entre guillemets,
qui sont annoncées, puisque le vrai BIM, au sens méthode de travail collaborative, se situe à partir du niveau 2. Le niveau 1, on peut être une maquette 3D, mais on n'est pas en BIM. Le BIM se situe à partir du niveau 2, parce que c'est à partir du niveau 2 qu'on va avoir une personne qui va prendre les maquettes de chaque corps d'État et qui va les fusionner pour arriver à une maquette unique qui va permettre, en ayant fusionné les différentes maquettes qui ont été communiquées, pouvoir justement mettre en évidence les difficultés, les clashs, voir si tout est conforme ou pas conforme, et revenir vers les uns et les autres pour régler les différents problèmes. Évidemment, l'idéal et ce sur quoi tout le monde espère un jour tendre, c'est le BIM niveau 3, où là, nous serons sur une maquette numérique unique, hébergée sur une plateforme collaborative où chacun pourra aller directement se connecter à cette maquette en fonction effectivement de droits d'accès qui devront être gérés pour pouvoir toucher le petit module, la petite case qui le correspond et effectivement après derrière avoir une traçabilité parfaite de savoir qui a fait quoi. Donc, quand je vous ai dit ça, je vous donne un petit peu les pistes de travail. On a parlé de BIM, on a parlé de maquette numérique. Comment le BIM ou la maquette numérique peut impacter l'assurance? J'ai envie de dire, ça reste pour nous, en tant qu'outil, une méthode de travail. D'accord ? Au lieu d'utiliser du papier, vous utilisez du numérique. Très bien. On voit bien que dans le temps, de toute façon, plus ça va aller, moins le papier aura sa place. Rien que parce qu'aujourd'hui également, on est dans un système d'économie et de système, écologique qui prend toute sa place. Donc, nous, en tant qu'outil, il n'y a pas... un assureur assure une activité. Architecte, maître d'œuvre, entreprise, fabricant, il n'assure pas une méthode de travail, il n'assure pas les outils que vous allez utiliser pour effectuer votre travail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre métier. Bon, voilà. Par contre, là où moi j'attire votre attention, c'est que même si à l'heure actuelle, vous utilisez déjà des ordinateurs, vous utilisez déjà du numérique, et donc potentiellement, quand on utilise de l'informatique, on a toujours une exposition à des risques informatiques, de virus, de bugs ou autres. Il ne reste pas moins que si on commence à utiliser une méthode de travail qui tend de plus en plus vers le numérique, on augmente un tant soit peu peut-être le risque d'intensité d'avoir des problèmes de bugs et de virus soit communicés vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillez, puisque votre ordinateur qui virusifie peut très bien viruser l'ordinateur de l'intervenant sur le chantier et détruire l'ensemble des données, mais également vis-à-vis de vos propres réseaux et de vos propres données, où vous pouvez avoir ce petit de risque. Donc là-dessus, la seule réserve, mais ce n'est pas une réserve en termes d'assurance de votre activité, c'est attention à vérifier éventuellement que les garanties de votre contrat classique de base de responsabilité civile professionnelle éventuellement est bien adaptée à ce type de risque. Et j'ai envie de dire également, peut-être également réfléchir pour vous à avoir une couverture peut-être un peu plus large, également au niveau de vos propres dommages, puisqu'un contrat de responsabilité ne garantit pas ses propres dommages, mais toujours les dommages causés aux tiers. Donc, pas de bouleversement. Concernant le BIM en tant qu'outil, en tant que méthode de travail sur votre cœur de métier et donc sur les contrats d'assurance de responsabilité civile qui vous couvrent pour votre métier. Maintenant, la question peut être totalement différente concernant le BIM Manager, où là, il s'agit d'autres questions qui vont se poser. Je laisse la parole à François. Bonsoir à tous. Alors, donc moi, en effet, au quotidien, on a aujourd'hui quelques retours de marché et on commence à pouvoir observer un petit peu ce qui commence à se faire sur le marché, et donc les nouvelles prestations qui sont potentiellement proposées par le BIM Management et qui, alors pour être très clair, aujourd'hui, le BIM Management va vraiment découler de ce que vous présentez, Annelise, tout à l'heure, à savoir, on est vraiment sur du niveau 3. C'est-à-dire que, par définition, le BIM Management implique une maquette collaborative. Donc, on est vraiment au minimum au stade du niveau 3. Le BIM des niveaux inférieurs ne sont pas du tout concernés. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, la question, et en effet, qu'on se pose par rapport à ce qu'on peut observer, c'est est-ce qu'on est en face, en effet, d'une nouvelle activité ?
Donc concrètement, nous par rapport au marché qu'on peut avoir aujourd'hui, ce qu'on observe sur les prestations proposées par le BIM Manager, je les déclinerai en trois grands thèmes. On a un premier grand thème où finalement on est plus sur une analyse des besoins. On va avoir un BIM Manager qui va avoir une fonction chez le maître d'ouvrage tout d'abord, donc d'élaboration du cahier des charges, ce que veut exactement finalement le maître d'ouvrage, qu'il attend de la maquette numérique, le niveau de détail qu'il va attendre sur sa maquette, ce genre de choses. Donc ça va être au BIM Manager de le définir. On a aussi dans cette idée-là, toujours dans vraiment l'idée d'analyse des besoins, on va aussi l'avoir au niveau, excusez-moi, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas encore tout à fait rodé. Donc oui, on va l'avoir plutôt, excusez-moi. Voilà, on va l'avoir au niveau des intervenants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, en fait, au niveau des intervenants, l'idée du BIM Manager, ça va être en effet que le BIM Manager aille faire un audit donc en effet, chez chaque intervenant concepteur, de sa capacité à pouvoir intégrer justement le modèle collaboratif. Donc ça implique en effet pour le BIM Manager d'aller chez chaque concepteur pour voir en effet quels sont ses logiciels, ses compétences humaines en interne pour pouvoir en effet échanger sur la maquette numérique. Donc ça fait partie vraiment du premier item, j'allais dire, analyse des besoins. On a après un deuxième item où là on est vraiment dans le paramétrage et la définition des documents techniques, enfin qui vont servir à pouvoir organiser de manière générale la plateforme collaborative. Donc c'est sûrement ce que vous avez déjà entendu sous le terme de charte BIM ou protocole BIM. Donc là, on va vraiment avoir un BIM Manager qui va rédiger les différents protocoles, qui va établir les chartes graphiques, qui va donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir vraiment paramétrer et faire que chacun travaille de la même manière sur un outil commun, quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième item. Et le troisième item, on est vraiment dans la gestion pure donc de la maquette. Donc là, le BIM Manager va avoir par exemple comme fonction de délivrer les droits d'accès, de vérifier les droits d'accès. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir par exemple aussi la délivrance, enfin ça va dans le même sens, mais dans la délivrance des mots de passe par exemple, qui est autorisé à pouvoir accéder à la maquette, avec quel mot de passe, etc. Dans la même idée, on va avoir aussi le BIM Manager va être chargé de vérifier la traçabilité des données, donc qui intervient sur la maquette pour entrer quelles données. Et ça, d'autant plus, on le reverra par la suite, en termes de responsabilité, c'est important de savoir à un moment qui a fait quoi. Donc on a ça. On a une autre fonction aussi très importante qui est le stockage et la sauvegarde des données, puisqu'en effet, qui dit travail sur une maquette numérique et collaborative, il y a un moment, il faut pouvoir stocker ces données quelque part. Donc aujourd'hui, sur les marchés qu'on a pu voir, on a plusieurs versions différentes, alors j'y reviendrai après, mais ça, c'est une fonction aussi importante du BIM Manager. Et après, je dirais, on a les fonctions où aujourd'hui on se pose la question de savoir si on touche à la construction ou pas. On a la résolution des clashs et dans certains cas même de la synthèse technique et architecturale. Donc ces points-là aujourd'hui sont en lien, j'allais dire, très serré avec la maîtrise d'œuvre par définition. Donc c'est là où on commence nous aussi à avoir des réflexions sur comment l'aborder. Est-ce qu'on est en face d'un constructeur ou est-ce qu'on est en face de quelqu'un qui est plutôt un profil informaticien? Alors, donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu, on va dire, les grandes lignes du BIM Management. Donc en effet, dans ce qu'on peut voir aujourd'hui en retour d'expérience dans les marchés, alors du côté de la maîtrise d'ouvrage,
Clairement, aujourd'hui, on voit des maîtres d'ouvrage qui qui demandent des lots séparés de BIM management, qui sont complètement détachés d'un lot synthèse ou d'un quelconque autre lot qui pourrait être lié aux travaux. Donc, voilà. C'est un lot dédié, un lot à part. Voilà, donc c'est vraiment ça, et c'est pas neutre. Hein. Enfin, on a eu à peu près, je dirais, une quinzaine de marchés. Globalement, c'est moitié-moitié, je dirais. Mais il faut savoir aujourd'hui que vraiment les maîtres d'ouvrage recherchent des gens qui sont spécialisés, puisqu'ils identifient ce lot-là de manière précise. Donc du côté des concepteurs, eh bien là c'est pareil. On a sur les entreprises qu'on a pu étudier qui se lancent là-dessus, on a finalement des profils assez variés qui dépendent souvent aussi de la taille de la structure. Plus la structure est importante, plus souvent il y a des compétences très variées et finalement plus les prestations proposées sont importantes. Et on va avoir des petites structures où là, finalement, il y aura peut-être moins de prestations. Donc ça, aujourd'hui, c'est difficile, comment dire, de vous donner une ligne précise, puisque finalement, chacun propose un peu les prestations en fonction de ses compétences. Pour vous donner une idée, par exemple, je pense à un marché qu'on a eu il n'y a pas très longtemps où le BIM manager disait je gère tout, donc les 3 items que je vous disais tout à l'heure, et puis dans ces items-là, il y a des choses qu'il ne fait pas. Par exemple, la sauvegarde de la maquette numérique, qui s'était précisé dans le marché, très clairement, je ne m'en occupe pas, ça sera l'entreprise générale qui met à disposition un cloud, et vous vous débrouillerez avec ça. Donc typiquement, il y a ça. Alors, je ne suis pas rentré là-dedans tout à l'heure, mais aujourd'hui, dans les items que j'ai évoqués tout à l'heure, on était plutôt en phase conception. Aujourd'hui, on a aussi potentiellement un BIM manager sur la partie réalisation. C'est-à-dire, en effet, une fois que les travaux sont commencés et puis que finalement les travaux avancent, il peut y avoir des modifications qui vont intervenir sur la maquette finalement. Et potentiellement, la maquette collaborative est amenée à changer. Il y a des BIM managers qui vont dire ça, je m'en occupe pas. Une fois que c'est passé en exé, ça relève de l'entreprise. Et puis voilà. Alors, on peut l'avoir en option aussi. On peut avoir finalement un BET qui propose de faire des prestations donc sur la partie conception et dit voilà, je peux éventuellement aussi vous proposer en option de faire du BIM management sur l'exé. Donc on a vraiment plein de cas différents. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on en déduit par rapport à ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, il nous semble que ce métier concerne en effet en priorité plutôt les concepteurs, parce que clairement, ce sont quand même eux les premiers à même de pouvoir répondre à cette demande. Mais du fait que finalement, on a certaines prestations qui des fois peuvent être plus limitées et qui sont sur des prestations, on va dire, beaucoup plus informatiques, on se pose la question aujourd'hui, en effet, de savoir si on ne va pas avoir potentiellement des informaticiens ou des gens qui n'ont rien à voir avec la construction arriver sur le marché. C'est une des questions. Mais à mon sens, potentiellement, parce qu'en effet, on voit encore une fois certains marchés où, à la limite, les connaissances en construction ne sont pas nécessaires. Quand vous établissez, par exemple, quand vous avez fait l'analyse des besoins chez le client et que vous définissez derrière juste le protocole, il n'est pas sûr qu'il y ait besoin forcément d'avoir des compétences en termes constructifs. Là où on va vraiment commencer, je pense, à se poser la question, et donc on passe, voilà. Donc c'est vraiment après sur le fait qu'on ait quelqu'un qui puisse intervenir pour faire de la synthèse, ou encore une fois, en effet, la résolution des clashs, parce que là, ça demande vraiment que la personne ait des notions constructives, et puis sache comment on construit. Résoudre un clash, ça passe aussi par le fait de savoir, en effet, si tout ça, ça va bien s'imbriquer de manière cohérente. Donc là, un simple informaticien, il y a peu de chances qu'il sache le faire. Donc voilà. Donc en termes de responsabilité, comme je le disais, donc le BIM manager aura donc une responsabilité plus ou moins importante selon son périmètre d'intervention. Je suis désolé, sur le micro, je suis pas bon. Vous m'entendez quand même, ça va, Prends-le parce que comme ça discute derrière, c'est pas forcément.
Donc du coup, oui, périmètre, enfin responsabilité plus ou moins importante suivant le périmètre. Donc en termes de garantie, alors évidemment une RC professionnelle de base, ça c'est valable pour tout le monde, et donc le BIM manager est concerné. On peut imaginer que par exemple, en effet, la RC professionnelle de base, ça pourrait être, ce que je vous disais, le clash tout à l'heure, imaginons que le BIM manager ne relève pas le clash. Ça pourrait potentiellement entraîner derrière des défaillances sur l'évolution du projet ou en termes de temps et faire éventuellement perdre de l'argent in fine. Ça pourrait être de la responsabilité du BIM manager. La RC décennale, alors là, la RC décennale, en effet, elle est plus liée au fait que le BIM manager propose une prestation de thèse technique et architecturale, puisque là, en effet, il peut de fait devenir et être considéré comme un intervenant à l'acte de construire, clairement. Et c'est sûrement un des risques les plus importants qui naît avec cette nouvelle mission, c'est le cyber-risque. Le piratage de données. Demain, le BIM manager qui proposerait la sauvegarde sur un cloud et qui se fait pirater parce que le cloud n'est pas bien protégé ou je ne sais quoi, là, le cyber-risque est relativement important. Donc nous, on travaille à la SMA aujourd'hui à essayer justement de pouvoir notamment couvrir ce type de risque. Alors c'est une réflexion assez jeune parce que c'est pareil, c'est des risques assez nouveaux tout ça en fait. Mais donc c'est vraiment, si vous voulez, les trois risques qu'on peut identifier aujourd'hui potentiellement. Donc que faire vis-à-vis de votre assureur? Alors là c'est pareil, nous on a essayé de raisonner un petit peu par rapport aujourd'hui à ce qu'on voit dans les activités de base des différents concepteurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui nous semble assez logique pour un architecte qui va développer le BIM management, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de nouveaux risques entre guillemets, puisque finalement l'architecte est dans sa fonction, voilà, et dans son métier, et puis c'est finalement qu'un outil supplémentaire, comme le disait Annelise tout à l'heure, pour le travail. Mais je veux dire, clairement, il n'y a pas de nouveaux risques à notre sens. Pour un BET, on se pose plus la question parce qu'en effet, autant l'architecte va avoir une palette assez complète, il va pouvoir accompagner tout au long du chantier, autant un BET va plutôt être sur souvent une spécialité et puis finalement, on ne va pas forcément avoir une compétence aussi étendue que l'architecte, enfin aussi générale que l'architecte et aura peut-être pas forcément on n'aura pas forcément la même approche sur le BET et on aura plutôt aujourd'hui tendance à regarder au cas par cas pour considérer qu'un BET serait de fait BIM manager. Donc voilà. Et donc dans tous les cas, ce qu'on vous incite à faire, puisqu'encore une fois aujourd'hui on est vraiment encore à l'état de réflexion, on a des marchés qui sont très différents. On en a, sur la quinzaine dont je vous parlais tout à l'heure, on en a eu 15, il n'y en a pas un seul qui se ressemble. Toutes les prestations à chaque fois sont différentes et variées. Donc nous, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir votre assureur, de demander à votre assureur et lui vous dira si finalement il y a besoin de faire quelque chose ou pas sur votre contrat. Mais dans le doute, rapprochez-vous de votre assureur pour être sûr que vous êtes bien garanti, quoi. Voilà. Oui. Merci. Excusez-moi, je n'avais pas compris le fonctionnement. Oui, excusez-moi, je complète juste ce que vient de dire François. Vous savez quand même que la seule cause de non-garantie, notamment en décennale, que peut opposer un assureur à son assuré, c'est la non-déclaration d'activité. C'est pour ça qu'on a insisté sur le sujet et que la question se pose en ce sens. Est-ce qu'un architecte qui est assuré pour une mission d'architecte, s'il vient être BIM manager sur une opération, est-ce qu'un assureur peut considérer ou pas que ça relève de son activité? Imaginons que vous êtes architecte, que vous prenez un chantier où vous exercez une mission de BIM manager alors même que vous n'êtes pas venu vers votre assureur pour la déclarer. Est-ce que vous vous exposez en cas de sinistre à ce que votre assureur dise « bah oui, mais vous ne m'avez pas déclaré parce que pour moi je considère que c'est une nouvelle activité, donc vous n'êtes pas garanti ». La question se pose en ces termes. Et c'est vrai que
Alors c'est la position de la SMA BTP, attention, hein. Moi je tiens à préciser, on ne peut pas se positionner pour l'ensemble des autres assureurs sur la place, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau de la SMA BTP, on a essayé de faire cette réflexion en se disant, finalement, l'architecte dans son activité, quand on assure une activité d'architecte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a notamment tout ce qui est synthèse et technique et architecturale. Alors après, effectivement, il y a, c'est ce qu'on vous disait, les risques informatiques qui arrivent en plus, d'où l'intérêt d'avoir peut-être des garanties complètement adaptées par rapport à ce risque, mais ça ne change rien à notre sens par rapport à l'activité première de l'architecte. Ce qui n'est pas la même chose pour un BET qui n'a pas forcément une mission de synthèse, lui, dans l'activité qu'il a déclarée à son assureur. Donc il y a des nuances. C'est comme une entreprise générale, elle n'a peut-être pas forcément non plus une mission de synthèse dans le cadre de son activité qui serait couverte par l'assureur. Donc vous voyez, les nuances, elles ne sont pas si faciles que ça, si évidentes que ça, mais en tout cas, c'est celles que nous avons tenté de faire au niveau de notre groupe. Donc architecte, SMA BTP, vous êtes super bien assurés, ne vous inquiétez pas. En conclusion, nous avons vu effectivement l'intérêt de l'outil du BIM par rapport à l'impact assurantiel. Nous avons abordé le BIM manager qui sait son rôle, ses responsabilités et également l'impact assurantiel. Mais je voudrais juste terminer sur 2 points en vous disant que nous, le BIM, hein, et donc vraiment quand on parle du BIM, pour nous c'est vraiment le niveau 3 essentiellement, c'est un outil qui intéressera directement les assureurs. Tout simplement parce que avec un accès direct à la maquette, que ce soit en phase souscription ou en phase règlement, un assureur va optimiser de toute façon la gestion, soit pour obtenir des documents pour analyser un risque et tarifer au plus juste, soit en termes de règlement pour récupérer un PV de réception, pour savoir à un moment donné qui a fait quoi à quel moment. Tous ces éléments-là, et je parle en termes de règlement, que nous demandons à nos experts de faire comme travail de récupération. C'est un travail long pour eux, parce qu'ils courent partout, ils dépensent beaucoup de temps pour récupérer les éléments. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Et l'argent, il faut bien rémunérer l'expert à hauteur du nombre d'heures qui passent sur le dossier. Donc évidemment, à terme, on peut se dire qu'une optimisation dans la gestion pour les assureurs grâce à un accès direct à la maquette, ça peut peut-être permettre d'avoir une optimisation de la gestion, du coût de la gestion de nos dossiers et donc nécessairement avoir une répercussion sur vos cotisations d'assurance. Enfin, l'intérêt également peut-être aussi, c'est que, le BIM est censé améliorer la traçabilité de l'ensemble des échanges. Quand on parle de BIM, on parle de transparence. Quand on parle de blockchain, hein, c'est aussi un mot qui vient très à la mode, mais c'est la transparence vis-à-vis des autres, de toutes les transactions, de tout ce qui est fait. Là, c'est la même chose, ce sera la transparence sur l'histoire de la construction d'un ouvrage. Alors, qui dit plus de transparence, plus de traçabilité, et peut-être aussi, on peut se dire à terme, qu'une meilleure traçabilité fait qu'il y aura peut-être du coup moins d'envie d'aller contester le dossier sur un plan judiciaire, et donc peut-être favoriser également les transactions amiables, et donc à ce niveau-là également, diminuer le coût de gestion d'un dossier. Voilà. Après, et je terminerai là-dessus, concernant le BIM et est-ce que ça va améliorer la qualité de la construction, la qualité des ouvrages, là, à ce jour, il n'y a que dans 10 ans, et encore quand on sera vraiment sur un vrai effet BIM, qu'on pourra le dire. Aujourd'hui, le retour d'expérience, en tout cas en dehors de nos frontières, ne nous permet pas d'avoir une réponse claire et fiable sur cet aspect-là. Voilà. Je vous remercie, nous vous remercions pour votre attention, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. D'ailleurs, est-ce que vous voulez vous prêter au jeu du question-réponse, justement, si quelqu'un veut en profiter? N'hésitez pas. Le sujet n'est pas simple, donc moi je... Le sujet n'est pas simple. Le sujet n'est pas simple, donc toute question est bonne et est intelligente, surtout. Voilà. Oui. Oui. Comment l'assureur peut-il se prononcer sur le risque d'un bâtiment en ayant accès à la maquette BIM? Alors, tu veux peut-être y répondre là-dessus? Non, non. Non, mais tu peux compléter. Non, mais
Non, mais tu peux compléter puisque toi, tu analyses des dossiers et des appels d'offres, et notamment pour souscrire des garanties d'assurance. Un assureur, je vais me positionner en tant qu'assureur, forcément de dommages ouvrages ou de tout risque chantier. Un assureur qui vient là, à qui on demande d'assurer un ouvrage, par exemple en dommages ouvrages, il va exiger d'obtenir un certain nombre d'informations. Le rapport du contrôleur technique, le mode constructif, comment c'est construit, est-ce qu'il y a de la technique courante ou pas la technique courante, le coût prévisionnel de l'ouvrage, l'environnement du chantier, les études de sol. C'est un certain nombre de documents et d'éléments informatifs que nous demandons aujourd'hui à notre maître d'ouvrage de nous amener. D'accord ? Forcément, lorsqu'on se positionne en BIM niveau 3, où là, on n'aura plus du tout de papier théoriquement, mais que du numérique, BIM niveau 3 et plus, BIM niveau XD. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à un moment donné, la maquette numérique permettra de supporter toutes ces informations-là. C'est-à-dire que la maquette numérique ne sera plus que la conception sur l'ouvrage construit, la phase préalable, c'est que déjà également elle supportera, enfin elle aura en son sein l'ensemble des éléments nécessaires pour formaliser l'APS. Et à ce titre-là, si en tant qu'assureur on peut avoir un accès direct à la maquette pour récupérer ces informations-là, c'est un gain de temps considérable. Et donc, le pendant en règlement sera la même chose. L'idée, c'est que, au fur et à mesure que l'ouvrage se construit, les informations vont alimenter tout simplement la maquette. Et le jour où l'ouvrage est réceptionné, on est censé avoir une maquette finale qui correspond aussi bien à l'ouvrage tel qu'il est réceptionné, donc tel qu'il a été construit. Ça pose la question du DO également à ce niveau-là, mais également avec tous les documents, on va dire, donc le rapport de contrôle technique, le PV de réception, avec tous les documents annexes à la réception de cet ouvrage, et que ce soit conservé pendant 10 ans. Donc voilà, c'est à ce titre-là. Est-ce que je réponds à votre question ? Oui, je veux dire, c'est pas une étude en amont, c'est une étude... En règlement, oui, mais en amont, aujourd'hui, quand vous avez un maître d'ouvrage qui nous demande une DO, vous savez que la DO doit se souscrire avant la construction de l'ouvrage, donc, ou même si on est sur une tout risque chantier. Donc, il vient parce que déjà, il a son avant-projet, et puis il va nous dire, voilà, moi je veux construire, je construirai l'ouvrage, voilà mon APS, j'ai missionné tel bureau de contrôle, voilà son rapport initial, j'ai fait mon étude de sol, voilà le rapport d'étude de sol. Il y a un certain nombre d'éléments dont il dispose et qui nous communiquent à nous pour qu'on puisse analyser le risque. Est-ce qu'on est sur un risque normalisé ou pas ? Si vous construisez un ouvrage avec des règles de technique complètement de techniques non courantes ou qui font supporter des choses qui ne sont pas normalisées, nous, il faut également qu'on puisse savoir et l'examiner. Donc ce sont des choses qui sont vues en amont pour qu'on puisse donner la garantie au maître d'ouvrage. Donc là, on est au tout début, avant d'arriver avec la maîtrise d'œuvre, avec après... avec le développement du projet, avec la phase d'exécution. Donc c'est à ce niveau-là quand je parle en phase de souscription. C'est bon ? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, je pense qu'on a donné un éclaircissement sur le BIM. En tout cas, on essaye de formaliser l'outil BIM, qui est très difficile à faire passer, puisqu'effectivement, c'est un outil de travail, une méthodologie. Merci. Une méthodologie, voilà. Et merci pour ces clarifications par rapport à la maquette numérique, par rapport aux différents niveaux du BIM et par rapport au métier de BIM manager qui est en train d'émerger. Et juste, on a dû vous faire passer des petits... ce que nous avons fait là-dessus avec Florence. Oui, ça va vous être distribué avec un petit focus. Voilà, exactement. Là, dans le dernier numéro de DA, vous avez un dépliant qui reprend une table ronde qui a été organisée donc, sur ces questions et qui permet de s'y attarder. Si vous avez des questions. Dans un deuxième temps, donc, je vous remercie pour votre intervention. Et dans un
Donc, dans un deuxième temps de cette conférence, on va essayer, grâce à l'intervention de Laurent Vidal pour Twinmotion Advent, de donner un outil de représentation du BIM, puisqu'au final, je pense que si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de mal encore à vous représenter à quoi peut ressembler cette méthode. Donc, grâce à une galerie virtuelle qui a été faite sur Twinmotion et qui reprend tous les matériaux et produits que vous retrouvez sur ce forum, nous avons organisé une galerie virtuelle, et donc Laurent va pouvoir vous expliquer plus en détail comment elle fonctionne, quelles sont les contraintes ou les questions à se poser quand on part de la matière et qu'on doit intégrer les informations de la matière en BIMobject. Et puis comment cet outil aussi permet d'intégrer la méthode de manière plus visuelle, peut-être. Voilà. Donc le temps que Laurent s'installe, je vous laisse. Donc quand on dit galerie virtuelle, vous allez voir, c'est la représentation d'un espace architectural neutre, dans lequel vous allez retrouver tous les produits que vous avez découverts sur Materials & Light, qui ont été repris donc à l'intérieur de cette galerie, qu'on peut tester avec des simulations météorologiques, de lumière, de mouvement, de paysage, et qui permettent aussi donc de travailler en direct avec la question du BIM.